Bien, bonsoir mes truands de la côte du Pacifique, comment allez-vous? Je suis là pour mes prédictions de l'UFC 289, le grand retour de l'UFC au Canada après la COVID. La dernière carte qu'ils ont faite, c'était à Vancouver. Et puis la première carte qu'ils font en retournant de la COVID, c'est à Vancouver, où je suis présentement. Pas pour ça, mais je suis quand même là, fait qu'on risque d'y aller les chums. Et puis, c'est ça. Je suis là pour mes analyses de prédictions complètes de chacun des combats sur cette carte-là, puis les chums, on ne va pas se faire de cachette ici. Là, on est des amis, on se ment pas entre nous. C'est pas une bonne carte. C'est pas une bonne carte du tout. Puis je veux pas passer 200 heures à prédire puis à analyser ces combats-là qui, honnêtement, ne le méritent pas tant que ça. Si on veut mon humble opinion, c'est très décevant comme retour de l'UFC au Canada, en espérant que la prochaine fois, il fasse mieux. Mais pour ça, c'est ça qu'on a. On a 11 combats sur la carte. Plusieurs qui ont fall through, des Canadiens qui ont du pull-out puis qui n'ont pas été remplacés par d'autres Canadiens qui auraient mérité leur chance. C'est ça que je trouve un peu plate aussi. On a 6 Canadiens en 11 combats, tous des Canadiens qui sont déjà dans l'UFC. Puis on n'a pas les Charles Jourdain, on n'a pas Jillian Robertson, on n'a pas Johan Lennes. Beaucoup des Canadiens qu'on aime. Oui, on a Malotte, on a Barrio, c'est nice pareil, mais bref. Ça pourrait être bien mieux. Mais au lieu de chialer, on va parler des combats. Et puis, une grande raison pourquoi l'excitation n'est pas à son comble là, pour cet événement-là, c'est le main event qui oppose Amanda Nunes à Irene Aldana pour le titre des 135 livres féminins de l'UFC. Et puis, c'est un meilleur combat que Peña contre Nunes 3. Ça, on ne fera pas semblant. C'est Peña contre Nunes 3, c'était le comble de la non-excitation. C'est un combat que, oui, le Peña a gagné la première fois, puis je pense que Amanda a vraiment rectifié le tir de solide façon dans le rematch qui fait que, personnellement, je n'ai pas besoin de voir cette trilogie-là, puis je suis très content que ce ne soit pas ce combat-là que je vois. Aldana, par exemple, tu sais, c'est une bonne combattante, elle a du cœur, elle est très mexicaine là, dans le sens que contre Macy Chiasson, elle ne gagnait pas ce combat-là, puis elle a sorti un coup de talon au foie pendant qu'elle était au sol, c'est un up kick au foie littéralement, puis elle a réussi à aller chercher le knockout comme ça, c'est un super beau knockout, mais tu sais, si elle arrive là contre Amanda Nunes pour un combat de 5 rounds, est-ce qu'elle va avoir ses moments, genre? Est-ce que ça va arriver? Parce que honnêtement, si on regarde le match-up sur papier, Amanda Nunes va avoir un léger reach advantage dans ce combat-là. Il faut le donner à Aldana. C'est elle aussi une très grande et grosse women's bantamweight. Donc, mais elle a prouvé, je ne sais pas si c'est au niveau de la force physique ou plus au niveau de la technique. Elle a prouvé pas être si dure que ça à takedown. Honnêtement, Irene Aldana, contre Macy Chiasson, dans plusieurs autres de ses combats, pas nécessairement difficile à takedown, puis en plus ne semble pas s'ajuster plus le combat arrive. Tu sais, des fois, tu as des fighters qui, au premier round, tu vas être en mesure de les takedown, mais plus le combat avance, plus ils sont habitués à ta méthode de takedown, puis sont capables de s'ajuster, puis de défendre de plus en plus et se amener au sol-là. C'est pas vraiment le cas avec Irene Aldana, malheureusement, qui travaille quand même bien sur son dos, là, honnêtement, puis je pense que c'est un peu un symptôme de ne pas avoir une bonne takedown defense. Elle a dû travailler sur son dos souvent dans sa carrière, puis ça fait qu'elle n'est pas pire de là, mais généralement, je ne la vois pas comme une grosse menace pour Amanda Nunes au sol. Maintenant, est-ce que ça va être une menace pour Amanda Nunes debout? Je pense que non, man, honnêtement, parce que Irene Aldana est elle-même une fille qui aime être sur son back foot et counter, donc garder un bon range. Puis Amanda Nunes, c'est juste ça qu'elle demande, être at range puis pick apart son adversaire, lander des one-two, lander des leg kicks, lander des strikes qui ajoutent à son counter puis qui sont dévastatrices parce qu'elle est grosse puis elle est puissante puis c'est probablement une des meilleures athlètes qu'on a vues chez les 135 livres, mais je suis tellement pas excité pour ce fight-là, les chums, ça paraît-tu? Honnêtement, c'est ça. Je pense pas qu'Aldana va donner un gros test à Amanda Nunes dans ce combat-là. La seule question, le X-Factor, si je dois en soulever un, c'est qu'on ne sait pas trop si Amanda Nunes est très motivée encore. Est-ce que ça tente encore de faire ça? On entend depuis plusieurs combats parler de je vais me retirer dans pas long, ma famille, nanana. Je sais qu'elle est plus elle a son propre camp qu'elle fait elle-même et plus nécessairement avec l'équipe de ATT. Donc, tu sais,
c'est bizarre, ça ne l'a pas empêché de complètement péter Juliana Peña dans le rematch, puis de péter Juliana Peña dans leur combat jusqu'à temps qu'elle se gasse out, puis on voit un peu un présage de la vieille Nunes là, qui avait tendance à un peu fall apart, comme Charles Oliveira, de qui on va parler dans le combat juste après. Mais non, c'est ça. C'est sûr que Aldana va être là, puis elle va essayer fort pendant 5 rounds. Puis c'est quand même une bonne boxeuse, c'est quand même une grappler assez solide, même si elle n'a pas une super bonne lutte. Donc, tu sais, si Nunes laisse Aldana être dans le combat, ça va peut-être être plus ardu qu'on s'attend. Mais honnêtement, à moins qu'Amanda arrive complètement désintéressée, là, puis démotivée à se battre en général, je ne peux pas me permettre vraiment de piquer René Aldana ici. Donc, je vais y aller avec Nunes. Par comme un rear naked choke au round 3. Ensuite, ça, c'est le combat, les chums. Ça, c'est le combat de la soirée. C'est le combat qui mérite d'être parlé. Puis c'est le combat pourquoi ça vaut probablement la peine d'aller à cette carte-là si tu es dans la région de Vancouver. Charles Oliveira, Beneil Dariush, deux combattants absolument incroyables. Puis un match-up vraiment super intriguant ici, dans le sens que je pense que tous ces combattants-là sont capables de faire la chose que leur adversaire voudrait en théorie faire et peut-être même le faire mieux que lui. Je m'explique. Beneil Dariush, s'il y a un gars qui, d'après moi, ne doit pas avoir peur de grapple avec Charles Oliveira, c'est bien lui. Le Beneil Dariush est comme Charles Oliveira, quelqu'un qui, oui, est devenu un action fighter, un brawler debout, quelqu'un qui va s'exposer à beaucoup de dangers dans le but de faire mal à son adversaire puis de créer des chances pour lui-même. Mais de prime d'abord, c'est un excellent combattant de Jiu-Jitsu qui n'a vraiment pas une mauvaise lutte pour un combattant qui est de prime d'abord un combattant de Jiu-Jitsu. Donc, Beneil Dariush n'a pas à avoir peur s'il drop Charles Oliveira parce qu'honnêtement, Charles Oliveira se fait presque dropper à toutes ses fights. Puis souvent, il peut se relever puis continuer parce que son adversaire le drop puis il veut juste pas se lancer dans sa garde. Parce qu'Oliveira, il y a une bonne garde, il y a des bons triangles, il y a des bonnes clés de bras, puis il y a des bonnes guillotines, puis il y a des bonnes. Tu sais, en Jiu, pour les gars qui font du Jiu ici, il y a toujours un gars dans le gym qui est immensément dangereux, mais que son style est tellement submission-oriented que c'est soit qu'il va te soumettre ou que tu vas le soumettre. Puis c'est presque toujours ça. Puis il y a d'autres gars avec qui tu roules que vous pouvez faire 1, 12, 13, 14 rounds ensemble. Puis c'est bien rare qu'il y en a un qui soumet l'autre parce que les deux, vous êtes très positionnels. Puis c'est pas un style de Jiu agressif. Puis Oliveira, c'est direct le style de Jiu agressif que il va te soumettre ou tu vas le soumettre. C'est pas mal ça. Puis je pense que Beneil Dariush est un assez bon grappler pour jouer ce jeu-là avec Charles Oliveira, puis peut-être être celui qui réussit à obtenir la soumission dans ce combat-là. Maintenant, ça nous porte au combat debout où, honnêtement, là, on peut penser que Beneil Dariush va être capable de bien faire contre Charles Oliveira, étant un gaucher, étant quelqu'un qu'on dit qu'il n'a pas peur de brawler, qui n'a pas peur de manger une bonne shot pour en donner un autre. Mais le problème, c'est que Charles Oliveira se fait drop à tous ses combats, mais réussit à se relever. Beneil Dariush, quand il se fait allumer, il se fait allumer. Contre Hernandez, il s'est fait knocker. Contre Edson Barboza, il s'est fait knocker. Puis malheureusement, il réussit à travailler alentour de ça très, très bien, mais c'est peut-être juste pas le gars qui a le meilleur chin. Fait autant que la croyance populaire dans ce combat-là peut être si ça va au sol, Oliveira va absolument le soumettre, mais debout, Dariush, il est très agressif, puis il pourrait battre Charles Oliveira. J'ai comme l'impression que c'est l'inverse qui pourrait arriver. Genre, j'ai tendance à dire Charles Oliveira a plus de chances de knocker Beneil Dariush debout que Dariush a de chance de knocker, knock-out, là. Pas je l'ai droppé puis il s'est relevé ou je l'ai droppé puis on a grapple un peu puis j'ai gagné le round. Alors, de le knocker bien raide, je pense qu'Oliveira a plus de chances d'aller chercher le knockout que Beneil Dariush. Puis, c'est pas impossible de penser que Oliveira soumet Beneil Dariush, mais étrangement, je pense que Beneil Dariush a plus de chances de soumettre Charles Oliveira que Charles Oliveira a de chance de soumettre Beneil Dariush. Donc, ça fait ça un combat très intriguant. Personnellement, j'ai l'impression que ça va se battre debout. J'ai l'impression que Charles Oliveira va peut-être pas gagner ce combat-là, mais il va knocker Beneil Dariush puis va revenir sur le chemin de la victoire. Bien qu'il y ait une partie de moi qui se demande si Charles Oliveira qui gagne des combats, c'est pas fini, ça. Tu sais, des fois, tu as des gars qui étaient un peu middling durant leur carrière, puis ça allait, c'était up and down, puis un moment donné, ils ont parti sur une winning streak, puis sont devenus des contenders, voire même des champions, puis
ces gars-là, ils ont des streaks incroyables, mais souvent, quand ils recommencent à perdre, c'est rare qu'ils recommencent à gagner après ça. Fait que c'est sûr que j'ai un doute en dedans de moi de est-ce que, avec la défaite contre Makhachev et de la manière que ça s'est passé, est-ce que c'est juste la fin de Charles Oliveira, le Elite Fighter, puis il va recommencer à perdre plus fréquemment qu'il gagne? Mais tu sais, tant que ça arrive pas, je vais avoir de la misère à pique en cette faveur-là. Donc, je vais y aller avec un knockout au deuxième round de Charles Oliveira. Ensuite, Mike Malott contre Adam Fujit. Mike Malott est plus puissant, Mike Malott est plus athlétique, Mike Malott est probablement un meilleur grappler, bien que son gros avantage va être au niveau du striking ici. Bon sniper at range qui est capable de, tu sais, pour un gars qui a quasiment yank des finishes au premier round, capable d'être assez patient puis bien sélectionner ses shots, puis c'est juste qu'il sélectionne tellement bien puis au bon moment qu'il réussit à knocker ses adversaires avec ça. Fujit est quand même un gars qui est assez gros, un 6 pieds 1 avec un bon reach, là, un gros avantage de reach étrangement pour Fujit dans ce combat-là qui va avoir 4 pouces sur Mike Malott. Mais tu sais, je pense que on peut toujours se poser la question de qu'est-ce que ça va avoir l'air si le combat sera en deuxième ronde, vu que Malott ne se rend pas souvent en deuxième ronde. Puis Adam Fujit, il va être là puis il va travailler fort. Mais honnêtement, je pense pas qu'il a les skills pour matcher un gars comme Mike Malott, puis pour cette raison-là, je vais tout simplement pick Mike Malott. Ensuite, Danny Gay, Nate Landwehr. Un peu le même cas. Danny Gay est vraiment meilleur techniquement que Nate Landwehr. Puis c'est ça, le seul concern avec Ige, mais je pense que c'est un concern qui a bien adressé dans les derniers combats. Puis quand il y a eu des main events, surtout que même s'il les a pas gagnés, Danny Gay est un gars qui allait all out puis qui gazait out dans les derniers rounds du combat. Puis ça, s'il est encore comme ça allait être le trouble là, contre Nate Landwehr qui, oui, va aussi gaz out, mais qui est un genre de Darren Elkins, là, dans le sens que même Gazot, il continue à se battre fort puis à être très, très difficile à dealer avec. Mais je pense que Ige a semblé avoir adressé ça. Puis le gars, man, il est technique debout, il frappe assez fort. Puis on sait que Nate Landwehr, c'est le gars qui laisse toutes les ouvertures du monde pour se faire frapper le plus fort possible. Puis qui a tendance à souvent se faire un peu péter à gueule dans ses combats avant de se mettre à gagner. Je ne sais pas s'il peut se faire péter à gueule puis survivre contre Danny Gay, considérant qu'il n'a pas réussi à faire ça contre Herbert Burns. T'sais. Donc je vais avoir Danny Gay par TKO aussi. Ça pourrait être un premier round, honnêtement. Là. Ensuite, Marc-André Barriault, Eric Anders pour ouvrir le pay-per-view. Combat qui est parfait pour ouvrir un pay-per-view. 2 middleweight qui vont middleweight. On s'entend, c'est très, très middleweight comme combat là, à Barriault et Anders qui sont deux gros gars forts qui frappent dur puis qui veulent être physiques envers leur adversaire puis qui vont probablement vouloir clincher beaucoup. Barriault pour colisser des uppercuts puis des coups de coude. Anders probablement juste pour ralentir l'action parce que c'est un gars qui oui, commence à avoir un striking qui a de plus en plus d'allure, mais est surtout un gars excessivement fort physiquement qui aime beaucoup se servir du clinch pour ralentir l'action. Puis de là, il n'y a pas vraiment de très bonne takedown game. Fait que je pense même pas que c'est tant une menace de takedown pour Barriault, mais c'est un gars qui est assez fort physiquement, d'après moi, pour un peu, peut-être pas neutraliser, mais donner de la misère à Barriault avec sa clinch game dans ce combat-là. Mais maintenant, Marc-André Barriault, écoute, là, depuis qu'il est à TKO, il call out Eric Anders. Là, c'est son moment. Là. Il est sur un pay-per-view de l'UFC. Il se bat contre le gars que ça fait 5 ans et plus qui dit « Moi, je veux me battre contre lui parce que c'est un bon match-up pour moi. » Puis je pense que ça va non seulement être un match-up que je peux gagner, mais ça peut être un match-up qui va être bon pour les fans, qui va faire un show, qui va peut-être être un fight of the night. Puis c'est là, c'est le moment pour Barriault, puis il s'est immensément amélioré depuis son arrivée au Sanford MMA. C'est encore un gars super tough, un gars qui peut dropper un round comme il a fait contre Julian Marquez, puis juste revenir plus fort au deuxième round, puis jouer sa grosse game physique de gars qui est un train, puis il n'est pas un train qui avance bien vite, mais il est un train, man, puis son momentum avant est excessivement dur à ralentir, même si c'est pas du Nate Landwehr, le gars qui te court après puis qui garde un pace de malade. Barriault, un très bon pace là, pour middleweight, mais c'est pas le gars qui va lancer le plus gros volume ou être le plus actif. Mais quand il te stalk, on dirait sa présence physique même fait qu'il est très dur à arrêter. Il est très, très dur à arrêter. Puis je pense que Eric Anders va trop chercher le clinch pour avoir assez de succès dans ce combat-là. Puis je sais pas s'il va avoir un finish. Honnêtement, les deux sont excessivement tough. Fait que j'en douterais. Je douterais d'un finish dans ce combat-là, honnêtement. Mais
Je pense que Barrio va gagner par décision. Ensuite, Nassourdine Imavov, Chris Curtis. Oh my God, man. Il n'y a rien qui m'excite à propos de ce combat-là. Nassourdine Imavov est un gars qui, l'UFC semble vouloir pousser, mettre dans un ranking, puis il est juste ranké à cause d'une victoire contre Edmund Shabazian qui en avait perdu 3-4 dessus, puis que lui-même était même plus proche des rankings, selon moi, au moment qu'ils se sont affrontés. Puis, écoute, man, il m'underwhelm à chaque fois. Il fait des belles affaires, mais il n'est pas capable de comme boucler la boucle de ses combats, même dans ses victoires. Puis Chris Curtis, c'est le gars qui arrive là et qui est ultra compétitif avec tout le monde, que ce soit le meilleur dans la division ou le pire dans la division. Genre, les gars que Chris Curtis devrait smoke, il ne smoke pas. C'est toujours compétitif. Puis c'est un autre gars que tu peux sortir de sa game là, mentalement en le fâchant, là, carrément. C'est un gars qui peut se fâcher dans ses combats. Puis ça donne des drôles de résultats. Puis honnêtement, j'ai même pas envie d'en parler bien plus de ce combat-là. Ça va être du striking debout. Imavov, bon reach. Chris Curtis, bon striking, très éduqué en général. Puis étrangement, même s'il y en a un qui est 6 pieds 3 puis l'autre est 5 pieds 10, ils ont basically la même reach, même que Curtis a 0.5 pouces de reach de plus que Nassourdine Imavov. Je ne sais pas ça se traduit à quoi, ça, 0.5 pouces de plus de reach, mais bref. Tout ça pour dire qu'Imavov ne pourra pas nécessairement rester à range puis pick apart Chris Curtis qui va lancer à tous les niveaux, qui a des bons body punch, puis honnêtement... si c'est un combat de striking de 15 minutes, c'est le genre de combat que Chris Curtis a tendance à outpoint sur la décision. Fait que je vais chier avec Curtis. Ensuite, un autre combat qui me fait le cul en mille, c'est Miranda Maverick, Jasmine Jasudavicius. Puis ça me fait le cul en mille parce que c'est un match-up de merde pour Jasmine. Là. Je le sais que ce sont comme semi-call-out sur Twitter puis ils ont rendu à job facile de l'UFC, mais tabarnouche. C'est pas pour rien que Miranda Maverick à moins 320 est autant favorite que Amanda Nunes pour remporter ce combat-là. Est petite. Jasmine va être beaucoup plus grande qu'elle, va avoir beaucoup plus de reach qu'elle. Mais ça n'a pas semblé affecter Maverick du tout à date dans sa carrière, que c'est parce qu'on a des faits bien plus physiques qu'elle, puis que même contre Macy Barber, là, qu'on s'entend, c'est la robbery du siècle, ce combat-là, mais même contre Macy Barber, là, elle a eu énormément de succès contre quelqu'un qui est 100% physique, là, 100% physique. La question aussi, c'est est-ce que la lutte de Jasmine va marcher? C'est qui? La personne qui a la meilleure lutte des deux ici va remporter ce combat-là, parce que les deux debout, c'est pas très, très fameux. Je pense que Maverick est capable. Elle n'a pas une superbe défensive, mais Jasmine, elle se bat le menton tellement haut, puis elle se fait tellement frapper fort que des fois, elle peut lander 3 bons punches, mais le counter qu'elle mange, automatiquement, tu es genre, ah, c'est son adversaire qui a gagné l'échange parce qu'elle s'est tellement fait frapper fort. Puis oui, quand elle est capable d'amener le combo au sol, son top control est excellent. Son ground and pound est vraiment, vraiment solide. Pour une fille de 5 et 7 qui a quand même un bon reach pour cette division-là, elle génère du très solide ground and pound, mais je ne sais pas si ça va être capable de take down Miranda Maverick, honnêtement. Et puis, c'est pas une soirée qui s'annonce très bonne pour Jazz, malheureusement. Je pense qu'elle va être capable de survivre, mais j'ai Maverick par décision. Ensuite, Ayman Zahabi, Auri Chilang. Ce gars-là, il va forcer Ayman Zahabi à se battre. Puis je pense que ça va donner un très bon combat. Tu sais, Ayman qui est capable de prendre ça très stratégique, là, très slow pace, essayer de lander ses strikes, d'être très... conscient de tout ce qu'il fait pour ne pas se faire trop counter solide puis avoir le dessus sur son adversaire à ce niveau-là. Puis honnêtement, Henri Chilang, c'est un fou furieux. Là. C'est un fou furieux, mais qui n'est pas un super bon finisher. Il va aller de l'avant, va lancer beaucoup de punch, va essayer de un peu tout faire, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de knockout power. Il n'y a pas vraiment beaucoup de submission threat dans sa game non plus. Donc, je pense que Ayman a immensément plus d'outils que lui. Puis Henri Chilang va juste faire sortir le meilleur d'Ayman Zahabi dans ce combat-là, selon moi. Donc, j'ai Ayman. Ensuite, on va compléter la liste des combats qui me fendent le cul. Carl Nelson, Blake Builder. Puis honnêtement, c'est juste que Carl Nelson, man, je pense qu'il est dans sa propre tête, ce gars-là, puis ça marche juste plus. Il est un petit peu perdu, malheureusement. Quand tu vois un gars commencer à dire la raison pourquoi je gazais out, c'est parce que je coupais tellement de poids pour faire 145. Fait que là, j'étais à 155, tout va bien aller. Se bat contre Jai Herbert. Après un round, il est complètement gas out. Ça marche pas pantoute. Il décide de revenir à 145. Se bat contre Duo Cha. Il fait un draw qui était quand même un ugly fight, puis un combat que ça n'aurait pas dû être un draw entre vous et moi, mais
je sais pas, Carl Nelson me semble un peu perdu. Puis j'ai aucun doute qu'il va arriver là pour avoir un excellent premier round contre Blake Builder. Puis je pense juste pas qu'il va le finir au premier round. Puis je pense qu'il va gaz out. Puis Blake Builder va gagner 2 autres rounds. Puis c'est encore ce gars-là qui a battu Morgan au Contender Series va se pointer puis battre un de nos Canadiens. Dans ce qui Carl Nelson, là, il n'y a pas beaucoup de victoires dans l'UFC à sa fiche. Là. Fait que s'il ne gagne pas ce combat-là, c'est peut-être la fin pour lui, malheureusement. Puis ça va encore être causé par Blake Builder qui semble vouloir qu'on l'aime pas, même si comme on n'est pas supposé d'avoir rien contre ce gars-là. Mais bref. C'est ça. Ensuite, un autre combat qui me fait le cul parce que c'est un short notice, David Vorak contre Stephen Erceg. Puis tu sais quoi? Il n'aurait jamais dû faire venir un Australien de l'Australie pour se battre à Vancouver, à Flyweight, quand tu as James Clark, Tony Laramie puis Louis Jourdain qui pourraient facilement prendre ce spot-là. Puis je sais que James Clark s'entraînait pour un combat, mais comme je dis, si tu appelles James Clark, tu disais, hey, sorry, le gros, je sais que tu te battes le 3 juin là, à Oshawa, mais ça ne te tente pas de te battre le 10 dans l'UFC à la place. Je pense que ça aurait pu s'arranger, cette situation-là. Tony Laramie, il est disponible en ce moment. Louis Jourdain, oui, il vient juste de se battre à Samouraï. Peut-être pas le bon timing pour lui, mais tu sais, tout ça pour dire, il y a au moins 3 flyweights qui méritent d'être dans l'UFC au Canada, puis ils sont allés chercher un Australien de l'autre bout pour un fight qui ne gagnera pas. David Vorak va utiliser son long reach pour loud strike puis loud point tout au long de ce fight-là, et puis c'est juste ça qui va arriver, man. J'ai David Vorak par décision. Puis ça nous mène à Diana Belbita, Maria Oliveira. Et puis je pense que ça va être vraiment un shit show, ce combat-là. Mais ça risque d'être le fun quand même. Tu sais, Belbita qui a tout le volume, puis aucune takedown defense pour empêcher aucun des takedowns qui vient en sa direction. Maria Oliveira, man, qui, à chaque fois que ta voix se bat dans l'UFC, t'es comme. Elle est vraiment pas mauvaise, elle. Tu sais, mais. À part contre Vanessa Demopoulos, à part contre Tabata Ricci, on s'en attendait un peu, mais même sa victoire contre Gloria de Paula, c'était pas super fameux. Puis, écoute, si on y va avec le MMA Matt, la chum Maria Oliveira, elle a battu Gloria de Paula, c'est sa seule victoire dans l'UFC. Et puis, Diana Belbita a perdu son dernier combat contre Gloria de Paula. Que je vais pick Maria Oliveira ici, tout simplement. De toute façon, Belbita n'a jamais vraiment été très impressionnante depuis qu'elle est arrivée dans l'UFC. Donc, je pense que c'est ça le pick à faire ici. Et puis, ça va conclure. Je pense que j'ai jamais fait ça aussi vite, un preview d'un pay-per-view, les chums. Mais tabarnouche, je pense que j'ai donné le temps que ça méritait, honnêtement. Fait que laissez-moi un like si vous avez apprécié. Puis, si vous n'avez pas apprécié, ben laissez-moi un dislike, ça ne me dérange pas pendant toute cette interaction. Ça me fait bien plaisir. Puis, abonnez-vous, laissez un commentaire. Bon UFC. Vous checkerez le live avec Greg et peut-être Étienne, mais peut-être juste Greg aussi. Et puis, on se reparle prochainement, les chums. Bonne soirée, journée, whatever the fuck, quel moment vous écoutez ça. C'est ça. Ciao.